Grand Dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chennibiru. Halud Mauni. Chennibiru. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes jeudi 7 janvier 2016. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, le Grand Dialogue fait le bilan durant l'année 2015, donc écoulé des naufrages, des drames issus de l'immigration. Et nous allons amplement parler du sommet de Malte avec nous. Dans ce studio, mais également en France, Amédi Diarra, président du Haut Conseil des Maliens de France. Il interviendra par téléphone. Boulaye Keïta est conseiller technique au ministère des Maliens de l'étranger. Amadou Koulibaly est secrétaire aux affaires extérieures de l'association malienne des expulsés. Et nous avons également le lieutenant Nouhoum Koulibaly de la protection civile. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Seydou est à la technique. Studio Tamani. Commencez donc avec les naufrages dramatiques en Méditerranée. L'année s'est poursuivie par le sommet de Malte, un sommet qui a laissé un sentiment dans une grande partie de l'Afrique qu'il existe aujourd'hui une immigration légale et reconnue pour les réfugiés syriens et une immigration illégale en provenance du continent. Cela dit, comme en 2014, de nombreux Maliens ont continué en 2015 à croupir dans les geôles libyennes, alors que de nombreux autres ont été privés de leur liberté en Angola, en Guinée, mais également au Gabon. Le Gabon également qui a expulsé quelques Maliens. Nous allons en parler dans la troisième partie de cette émission, mais pour l'heure, nous nous penchons sur le sommet de Malte. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces nombreux naufrages en Méditerranée qui a donc poussé les chefs d'État africains et l'Union européenne à provoquer ce sommet de Malte, Boulaye? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer encore l'initiative du studio Tamani. Et à chaque fois qu'il est question de migration, et tout ça, nos compatriotes, nous sommes invités à débattre d'un certain nombre de points. Effectivement, la migration, c'est une réalité pour le Mali et la migration irrégulière également une réalité aussi bien pour le Mali que l'ensemble des pays africains aujourd'hui. Effectivement, vous l'avez dit, le sommet de Malte qui a eu lieu le 11 et le 12 novembre 2015 a réuni plus de 30 chefs d'État et de gouvernement africains et européens à La Valette. C'est dans un contexte de crise migratoire globale. C'est que globalement l'Europe est aujourd'hui confrontée à une double crise. Une double crise en ce sens que nous avons des vagues de flux d'immigration jamais enregistrées dans l'histoire de la Méditerranée, en partance de la Libye et qui arrivent dans les pays européens. Et de l'autre côté, nous avons la crise syrienne où des milliers de Syriens aussi débarquent sur le sol européen via la Turquie. Donc face à ces arrivées massives, la Commission de l'Union européenne a réfléchi à un certain nombre d'initiatives, dont l'initiative, en tout cas avec les pays africains, était la tenue de ce sommet, au cours duquel une déclaration politique a été adoptée et un plan d'action qui sera mis en œuvre aussi bien par les partenaires européens qu'africains. Ce plan d'action vise à réduire les drames liés à la migration irrégulière et trouver le moyen d'organiser la migration légale. Bon, agir sur les causes profondes de la migration légale revient à investir dans des secteurs productifs capables de créer des emplois et des revenus. Je ne vais pas anticiper Famourou, mais vous comprendrez bien que le plan d'action de La Valette, on a l'impression que ça s'inspire largement de la politique nationale de migration du Mali. C'est que nous n'avons pas... au cours de l'année 2014. Septembre 2014. Et mise en œuvre... La mise en œuvre est amorcée depuis début 2015. Aujourd'hui, on est à 1 an. Et effectivement, je n'en douterai pas. Vous me demanderez le bilan. Et tout à l'heure, je vous demanderai bien sûr le bilan. Alors, qu'est-ce que cela fait à un secouriste de voir autant de naufragés sur la Méditerranée, lieutenant Nouhoum Koulibaly? Vous êtes de la protection civile malienne. Je vous remercie. Je profite de cette situation pour dire bonsoir aux auditeurs. Par rapport au naufrage, pour un secouriste, ça fait très mal. Voir un de tes prochains se noyer dans le fleuve, ça fait très très mal.
Alors aujourd'hui, on parle de plusieurs millions d'Africains qui ont échoué suite à ces naufrages-là. Est-ce que vous pensez que la solution est en Afrique ici? Bon, ça dépend. Mm. La solution, c'est en Afrique. La solution n'est pas en Afrique. Si je dis que la solution, c'est en Afrique, si on parvient à développer les pays africains, les Africains vont rester en Afrique. Mais étant donné que l'Afrique, c'est un continent pauvre, et que les Africains pensent que l'Europe, c'est du paradis, obligatoirement, les gens vont en Europe. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Nouhoum Koulibaly. Je rappelle que vous êtes de la protection civile. Alors, nous n'avons pas encore Amédi Diarra. Il est le président du Haut Conseil des Maliens de France. Nous allons tenter de le joindre tout à l'heure. Alors, Amadou Koulibaly, vous êtes de l'Association malienne des expulsés. Aujourd'hui, les conclusions de ce sommet de Malte, c'est que les immigrés syriens ont eu la part belle à ce sommet. Ils sont aujourd'hui dans une situation régulière selon l'Union européenne par rapport aux autres pays, aux ressortissants des pays africains. Qu'est-ce que cela vous fait en tant que Malien et ancien immigré? Je remercie tout le monde. C'est une situation vraiment qui fait très mal parce que déjà, ils ont eu de la préférence. Un migrant est un migrant. Au Mali, nous accueillons toutes sortes de migrants, de n'importe quelle nationalité. Donc, à cette éthique-là, alors ils ont fait une discrimination. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que cela est réparable aujourd'hui, avec l'aide que l'Union européenne va octroyer aux pays en question, notamment le Mali? Le coup est parti, mais quand même, nous espérons. Nous espérons, comme l'a dit le collègue, le lieutenant de la protection civile, parce que tant qu'on ne développerait pas les migrants, les pays à leur base, les gens sont tentés d'aller toujours. Voilà. Alors, Boulaye, qu'est-ce que vous pensez de ce paradoxe-là au moment où on envoie ou on expulse d'autres immigrés, on reçoit d'autres à bras ouverts? Qu'est-ce que vous pensez de ce paradoxe? Je pense qu'à la Valette, personnellement, j'y étais. J'ai suivi toutes les phases de discussion au niveau africain et européen et jusqu'au sommet des chefs d'État et de gouvernement. Je pense qu'à la Valette, ça a été quand même l'occasion de se dire un certain nombre de vérités. Jamais les discussions n'ont été aussi dures et toutes les vérités ont été dites entre l'Afrique et l'Europe. Et ça a été dénoncé au plus haut niveau par les chefs d'État et de gouvernement pour dire que nous ne pouvons pas comprendre ce traitement différencié et que ça ne serait pas une solution. Et ça ne serait pas une solution, c'est sûr. L'arrivée massive des réfugiés syriens ne réglera pas le problème de la politique, ne réglera pas le problème de la crise migratoire. Au contraire, je pense qu'il y a d'autres aspects qui sont bien connus aujourd'hui dans ce monde qui vont pouvoir se dégager et dans très peu de temps, nous allons pouvoir les apprécier. Au contraire, vous allez prendre des migrants maliens en France qui vivent depuis 20 ans, 30 ans. Rarement dans les statistiques, des criminels sortiront par exemple des communautés du Mali. Donc je pense que nous sommes dans un contexte à faire la différenciation entre migrants économiques et migrants et réfugiés politiques. Nous pensons que ça n'a pas de sens. En pensant que les migrants économiques n'ont pas droit à une protection, nous disons que c'est une violation des conventions internationales cloniques en matière de libre circulation des personnes. Donc ça a été dénoncé au plus haut niveau par nos chefs d'État et je pense que les partenaires européens ont compris les messages et chacun travaille vraiment aujourd'hui dans le cadre de l'amélioration de la bonne gestion des migrations pour réduire les drames liés au phénomène. Nous savons qu'il y a une instabilité en Syrie, il y a une instabilité en Libye. L'origine de ce chaos aujourd'hui en Syrie ou en Libye, l'origine est bien connue. Et c'est pourquoi nous demandons... L'origine, c'est quoi? L'origine, voilà, on le sait très bien, le contexte dans lequel la Libye a été envahie par les Occidentaux. Et pour la Syrie aussi, on sait très bien le rôle que jouent nos partenaires européens. Donc c'est à eux quand même déjà de répondre à ces crises. C'est vrai que nous sommes un pays de départ, mais le contexte actuel de la Libye a quand même augmenté non seulement les drames liés au phénomène, mais aussi les flux d'immigration qui arrivent sur le sol européen.
Merci beaucoup, Boulaye Keïta. Je rappelle que vous êtes conseiller technique au ministère des Maliens de l'extérieur. Alors, lieutenant, Nouhoum Koulibaly, vous êtes de la protection civile. Nous parlons des Syriens. Ces Syriens, il y en a qui transitent par le Mali. Est-ce que la protection civile malienne est mobilisée pour leur accueil et éventuellement leur accompagnement? Bon, par rapport à la situation des Syriens, j'ai été informé par le HCR par rapport à l'arrivée de ces Syriens. Mais malheureusement, ces Syriens n'ont pas passé par Bamako. Ils ont passé par le nord, plus précisément au Kidal. Bon, pour qui connaît la situation actuelle du pays, malheureusement, la protection civile n'est pas présente au niveau de Kidal. C'est pourquoi mon service n'a pas participé à leur accueil. Voilà. D'accord. Alors, ce sommet de Malte a également évoqué la question de subventions aux pays de départ aujourd'hui. Est-ce que vous avez été approché, l'association malienne des expulsés a été approchée par les autorités de tutelle pour évoquer cette question d'aide? Oui, effectivement, et nous sommes en contact avec le département en la charge et nous sommes bien concernés. D'ailleurs, on a eu à faire même des échanges sur ça, des échanges fructueux même. Alors, ces échanges ont porté sur quoi? Bon, c'est surtout sur la réinsertion, nous aider maintenant dans les projets, surtout les projets de réinsertion. Oui. Alors, Boulaye Keïta, quel genre de réinsertion? Alors, au sommet de la Valette, le plan d'action est évalué à 1,8 milliard d'euros. Dans lesquels ils invitent les pays bénéficiaires à élaborer des projets qui vont pouvoir gérer la question de la migration. Nous le disons, on fait énormément de campagnes de sensibilisation, mais on est sûr que si on ne restera pas le pari de l'emploi, le pari de création d'emplois, des richesses, les flux d'immigration vont pouvoir continuer. Donc le plan d'action va servir à créer des emplois dans les zones de départ. Et là, comme il a dit Koulibaly, moi je suis tout à fait d'accord. Nous, au niveau du ministère des Maliens de l'extérieur, c'est une information que nous partageons au-delà des départements ministériels avec l'ensemble des acteurs travaillant sur la question de la migration, qui peuvent apporter une solution. Nous savons que l'AME, par exemple, a une expérience avérée en matière de gestion de migration. Dès le départ du processus, nous avons échangé avec les responsables de cette association. Au retour de Malte, ils ont disposé aussi de toute la documentation, mais aussi ce qui intéressait la société civile, et nous saluons d'ailleurs leur mobilisation à la veille de ce sommet. Dans ce plan, dans la déclaration politique ou dans le plan d'action, il n'y a aucune action contraignante contre nos compatriotes vivant à l'étranger. Les Africains se sont battus jusqu'au bout. Tout ce que nous avons obtenu, ça rentre aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière par des investissements. En même temps, par la lutte contre les réseaux de passeurs. Parce qu'il faut reconnaître que les réseaux de passeurs constituent aussi vraiment des criminels d'êtres humains, qu'il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Et le ministère des Maliens de l'extérieur et puis l'ensemble du gouvernement, aujourd'hui, sont résolument engagés à remédier au phénomène, en comptant bien sûr sur les efforts de la société civile, mais aussi les médias jouent un rôle important dans le cadre de cette campagne de sensibilisation. Donc le plan d'action, on invite les pays bénéficiaires, dont le Mali, à proposer des projets qui vont pouvoir lutter contre les racines du mal, du fléau de la migration irrégulière. Aujourd'hui, nous sommes dans cette mise en œuvre d'élaboration. Des projets sont élaborés, des projets sont proposés. Nous attendons les retours d'un moment à l'autre. D'accord. Alors nous allons marquer une courte pause et nous reprendrons le cours de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani, vous nous écoutez certainement à travers l'une de nos radios, de nos 50 radios partenaires répertoriés un peu partout dans le pays. Et nous réfléchissons aujourd'hui sur le bilan de l'immigration durant l'année écoulée, 2015 donc. Et nous sommes avec trois invités, Boulaye Keïta qui est conseiller technique au ministère des Maliens de l'étranger, et Amadou Koulibaly, secrétaire aux affaires extérieures de l'association malienne des expulsés. Également avec nous, le lieutenant Nouhoum Koulibaly de la protection civile. Alors, nous avons tenté en vain de joindre Amédi Diarra, président du Haut Conseil des Maliens de France, mais sans succès. Alors, d'ici là, nous allons poursuivre avec ce volet consacré toujours à la récente vague donc, de Maliens expulsés du Gabon. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces Maliens expulsés du Gabon, Boulaye Keïta?
Alors 2015 et ce début d'année 2016 restent marqués encore par des vagues de retour, d'expulsion de nos compatriotes, notamment en venant des pays de l'Afrique centrale, mais présentement du Gabon. Il y a 2 jours, nous avons enregistré 185 compatriotes, mais avant, il y a eu d'autres convois qui sont arrivés. Vous savez, dans toutes ces expulsions, le gouvernement malien est fortement engagé aux côtés de nos compatriotes. Courant 2014 et 2015, le gouvernement a au moins favorisé le retour de plus de 3000 Maliens dans 9 opérations de rapatriement. Donc ces compatriotes expulsés du Gabon et débarqués sur le Nigeria. Depuis le Nigeria, c'est le gouvernement qui a assuré le transport et jusqu'au niveau de la protection civile. Et une fois la protection civile, je pense que le développement social s'en est aussi chargé. C'est que sûr, l'État continuera à doubler d'efforts pour améliorer les conditions d'accueil et puis l'accompagnement de ces compatriotes qui viennent en situation de détresse. Ça a été toujours le rôle et ça sera beaucoup plus accru encore. D'accord. Alors, lieutenant Nouhoum Koulibaly, dites-nous dans quel état est-ce que ces expulsés arrivent à Bamako ou au Mali de façon générale? De façon générale, je pense que ces gens-là arrivent très très fatigués. Très très fatigués. Mais par rapport à nos compatriotes de retour, il a lieu maintenant de faire la différence entre ces gens-là. L'année dernière, ils sont 2 catégories de personnes à rentrer dans le pays. Il a les expulsés et il a les volontaires à rentrer. Les volontaires à rentrer, ils arrivent dans des situations favorables, puisqu'ils ont le temps de prendre les bagages et puis venir avec leur argent, tout. Mais en ce qui concerne les expulsés, ils arrivent les mains vides. Souvent, ce sont des gens qui arrivent très fatigués, souvent malades. Par exemple, comme M. Keita a dit, le dernier convoi qui est arrivé du Gabon... Ils étaient combien? Ils étaient 186. Mais à leur arrivée à Bamako, ils étaient 185. Puisqu'il y a un qui est descendu au Burkina, un certain Moulay, bon, je ne vais pas dire son nom sur les antennes. Lui, il est descendu... non. Lui, il est descendu au Burkina. D'après mes renseignements, lui, c'est un malade mental. Tu as vu? Il est tombé malade en prison à cause des tortures, tout. Tu as vu? C'est pour te dire que ces gens-là arrivent très, très fatigués, souvent malades. D'accord. Oui. Alors, est-ce qu'ils arrivent, les circuits par lesquels ils arrivent, parce que quand c'est un pays africain, c'est plusieurs pays à traverser. Le transit, c'est plusieurs pays également qui sont concernés. Est-ce que ces migrants sont sécurisés jusqu'à leur arrivée à Bamako, Amadou? Oui, d'une manière générale, comme ils sont escortés depuis, je crois, à partir du Nigeria, Cotonou, et jusqu'ici. Mais souvent, en cours de route, il y a des tracasseries, parce qu'il y a un groupe qui s'est même révolté. Ils se sont mis sur le goudron, parce qu'on a demandé à leur carte de payer 5 000 francs. Bon, vraiment, ces situations sont à déplorer. Alors, Boulaye Keita, qu'est-ce que... Par rapport à cette situation, oui, par exemple, si un convoi arrive tout de suite et qu'on est informé à temps, tu trouves que la sécurité prend toujours des dispositions par rapport à ça. Par exemple, le convoi en provenance du Gabon tout de suite, une fois qu'il arrive sur le territoire malien, la gendarmerie est informée, la police est informée. Vous voyez? Et nous, au niveau de la protection civile, à leur arrivée, par exemple, au niveau du poste de contrôle de Sénou, ou au niveau du poste de contrôle de Niamana, on envoie une équipe pour l'escorter jusqu'au niveau du centre d'accueil. Alors pourquoi attendre jusqu'à Bamako pour puisque c'est une question de relais. C'est une question de relais. Donc le relais vous est donné par d'autres départements de la protection civile? Par d'autres départements de la protection civile. Et tu trouves qu'on est en contact direct avec la gendarmerie et avec la police. Par exemple, lorsque le convoi arrive à Sikasso, c'est la gendarmerie de Sikasso qui accompagne le convoi jusqu'à l'entrée de Bamako. Arrivé à Bamako, la gendarmerie ou la police de Bamako prend le relais. Et nous, à notre niveau, nous on va au niveau du poste de contrôle pour les accueillir et les conduire jusqu'au centre d'accueil. Bien vrai, une fois arrivé au centre d'accueil aussi, à leur départ, pratiquement, ce n'est pas le même dispositif qui existe, mais généralement, tu trouves qu'à leur départ pour leur destination, on a toujours un système pour les accompagner. D'accord. Pour qu'ils arrivent en toute sécurité dans leur famille. D'accord. Alors, ça, c'est au niveau même du pays de départ. Boulaye, dites-nous comment est-ce que ces convois sont sécurisés depuis les pays d'expulsion jusqu'au Mali?
Non, je pense qu'il a répondu en partie à cette question. Seulement ces arrestations, ces expulsions se passent sans information. Sinon, à chaque fois que le pays... Donc le ministère n'a pas été informé? Non, le de ministère la n'a pas été récente... informé. C'est seulement à leur arrivée au Nigeria. Et je pense que même au niveau de la protection civile, l'information n'a pas tout le temps circulé. Souvent, ils sont arrêtés. Même les autorités consulaires ne sont pas informées. Sinon, à chaque fois qu'il y a une information sur des cas d'arrestation, à travers les services consulaires, et on apporte assistance et protection à nos compatriotes, bien sûr avec la couverture des pays d'accueil. Mais je pense qu'il faut saluer quand même tous ces pays traversés. Depuis le Nigeria, comme il l'a dit, il y a des escortes à tous les niveaux. Et pendant toutes ces opérations de rapatriement, il n'y a eu aucun problème, en tout cas en ce qui concerne la sécurité de nos compatriotes. Ces pays-là, il faut les saluer, nous sommes confrontés aux mêmes réalités, mais ils sont aussi souciés, au même titre que nous, du sort de ces compatriotes-là. Donc au niveau de la sécurité, nous saluons vraiment l'action des humains, de la protection civile et puis les associations qui travaillent là-dessus. Donc au niveau de la sécurité, comme l'accueil, ici, nous pensons qu'il y a des gros efforts qu'il faut vraiment saluer. Alors, il y a quand même un paradoxe. Le président du Haut Conseil des Maliens réside au Gabon et c'est le pays qui expulse le plus de Maliens. Comment est-ce que vous parvenez à expliquer cette situation, Boulaye? Bon, moi, je pense que la politique migratoire, ça dépend du pays. La situation, c'est que tous les compatriotes qui viennent, généralement, ne disposent pas de titre de séjour. Et tous ceux qui ont des titres de séjour, ils sont épargnés de ces opérations d'expulsion. Là, ça ne relève pas de la souveraineté. Des titres de séjour qui coûtent énormément cher. Quand on parle d'1 million à peu près. Justement. Je pense que là encore, c'est le gouvernement gabonais qui décide. Voilà. Et nous ne pourrons que négocier. On a négocié la libération. Est-ce qu'il y a déjà eu des plaintes du gouvernement malien par rapport à ces cas précis? S'il y a des détentions arbitraires, d'ailleurs, arrêter les gens parce qu'ils sont en situation de séjour irrégulier dans certaines conditions. On sait que la prison, c'est quand même dans des situations très très difficiles. Il y a des protestations, notamment en Guinée équatoriale cette année, il y a eu des protestations au plus haut niveau, en Angola aussi, ainsi qu'au Gabon. C'est de chercher toujours, même si les expulsions se passent, que ça se passe dans des conditions vraiment humaines, dans la dignité de l'individu. Mais pas vraiment dans des conditions très brutales, où souvent les gens sont traumatisés, et ils tombent malades. Certains même, je sais que ça n'a pas arrivé au sein de notre communauté, mais il y a eu des communautés où cette année au Gabon, il y a eu des cas de décès. Alors, est-ce qu'au cours de ces expulsions, par exemple, au niveau de la mission diplomatique malienne accréditée dans ces pays, on met un agent pour suivre le convoi ou bien accompagner les Maliens jusqu'au Mali? Si ils sont informés, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils vont débarquer au Nigeria, la communauté malienne autour du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et puis l'ambassade, les services consulaires sont aussi informés et des mesures sont prises pour leur accueil. Mais souvent, ça se passe où nos services consulaires ne sont pas informés. Et c'est une fois débarqués au Nigeria, on se rend compte qu'il y a des ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. Donc, chaque autorité, chaque responsable, ça peut être l'ambassade, ça peut être au niveau du consulat, des mesures sont prises pour comprendre et identifier ces ressortissants. Et nous, vraiment, nous saluons le Haut Conseil qui s'est toujours mobilisé et qui a toujours accompagné les efforts du gouvernement, les missions diplomatiques dans ce sens-là. Et ça n'a jamais fait défaut. D'accord. Alors, ça, c'était la voix officielle. Nous allons demander à Amadou Coulibaly de l'Association malienne des expulsés. Aujourd'hui, comment comprenez-vous le fait que le président du Haut Conseil des Maliens du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur soit aujourd'hui au Gabon et que ce soit le pays qui expulse le plus? Bon, quand même, c'est un peu bizarre, parce que déjà, on a un représentant diplomatique, mais malgré cela, maintenant, les expulsions se font de tort à travers, et puis dans des conditions vraiment non souhaitées même. Bon, souvent, quand même, certains nous disent est-ce que dans les pays où se trouvent nos responsables, est-ce qu'on les respecte? Parce que si je prends le cas de la Libye, qui est hors la loi, d'accord, on comprend. Dans les autres cas aussi, on dit que souvent, alors, nos dirigeants qui sont là-bas, est-ce que le pays hôte maintenant leur porte respect? Il y a beaucoup de migrants qui nous parlent de cela. Donc vous pensez que la légitimité de ces missions... Bon, je ne sais pas quand même, je ne sais pas. Parce que est-ce que c'est une faiblesse ou quoi? Ça se pose. C'est-à-dire déjà, vous avez un représentant diplomatique.
D'accord, ne pas avoir de papiers, d'accord, mais expulser les gens dans les conditions comme des animaux, c'est pas souhaitable ça. Ouais. Et est-ce qu'on peut expulser plus de 100 personnes dans un pays sans que les responsables au niveau local, les responsables maliens au niveau local ne soient informés? Est-ce que cela est possible? Souvent, comme c'est des trucs qui se font vraiment hors la loi, parce que déjà, même les gens qui détiennent la carte de séjour, souvent maintenant, dans certains pays, on les retire les cartes et puis on les met dans les geôles, on les expulse. Donc, pour des cas, c'est des violations. Ça se résume sur des violations. Alors, Boulaye Keita, on va quand même vous poser cette question. Comment se fait-il que au moins plus de 100 personnes soient expulsées du Gabon sans que les autorités locales, maliennes locales, ne soient informées? Est-ce que cela est possible? C'est comme je vous ai dit il y a quelques instants, c'est-à-dire s'ils sont informés. Oui, mais est-ce que cela est possible? Ce n'est pas normal en matière de droit. Si on veut parler vraiment de droit, ce n'est pas du tout normal. Les expulsions massives sont même interdites par les conventions internationales. Ce n'est pas normal. C'est une violation grave, vraiment des droits de l'homme. Mais malheureusement, ça se pratique et c'est une réalité. Ça se passe et souvent nos autorités ne sont pas informées. C'est seulement à partir du... On regroupe les gens, souvent ils ne cherchent pas à comprendre, ils disent seulement des Ouest-Africains. C'est seulement à partir du Nigeria que les ambassades se mobilisent pour essayer d'identifier. Mais même à partir du Gabon aussi, nos autorités sont informées. Comme je vous ai dit, la législation, c'est de législation nationale. On n'est pas vraiment armé pour pouvoir changer le cours des choses. Mais une fois que les autorités locales sont informées, ils prennent aussi des dispositions. Ne serait-ce que partir voir leurs conditions de vie. Là, c'est des choses quand même qu'on peut dénoncer ou qu'on peut quand même demander l'amélioration. Et puis d'organiser leur accueil dans les différents pays de transit. Et là, ça passe l'information jusqu'au niveau du ministère et tous les autres services qui sont impliqués dans les rapatriements. Mais il y a des cas où il n'y a pas d'information. Alors, Boulaye, je reprends peut-être ma question. Est-ce qu'il est possible qu'on expulse plus de 100 Maliens sans que les autorités maliennes locales ne soient informées? Je vous ai dit que c'est possible, mais que ce n'est pas normal. Mais c'est possible. Alors, on estime à combien de Maliens expulsés durant l'année 2015? Durant l'année 2015, expulsés, nous avons vu au courant février, janvier, mois de mars, la Guinée équatoriale, où il y a près de 400. Au Gabon, le Cameroun aussi a expulsé quelques Maliens. Le Gabon aujourd'hui, durant toute l'année 2015, globalement les expulsions, sans compter les retours volontaires. Rien que les expulsions, on est vraiment près de 1000 aujourd'hui. Je pense que les services de la protection civile et puis les associations de migrants qui sont engagés aux côtés du ministère, on est aujourd'hui près de 1000 personnes qui ont été expulsées courant l'année 2015. Voilà. Est-ce que vous confirmez ce chiffre, lieutenant Noum? Je le confirme exactement. Par rapport à l'année 2015, ils sont à peu près, environ à peu près dans les 2000 personnes expulsées en provenance de la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Gabon. Angola. Non, l'année dernière, l'Angola n'est pas venu. 2015, l'Angola n'est pas venu. La Libye, ça c'était des volontaires à rentrer. Oui. Bon, maintenant, il y a une fois un Malien qui a été expulsé du Brésil pour cette année. La France, ça fait à peu près 2 à 3 personnes. Et l'Espagne aussi. L'Arabie Saoudite aussi. Oui, l'Arabie Saoudite aussi. Yeah. Mais pour rejoindre un peu le conseiller, par rapport aux expulsés du Gabon, il a lieu maintenant de faire la part des choses. Ce n'est pas les Maliens qui ont été expulsés. Puisqu'au départ, ils étaient à peu près plus de 1000 personnes dans le bateau à être expulsés. Et les Maliens étaient au nombre de 185. Et le reste était réparti entre les Ivoiriens, les Mauritaniens. Donc vous voulez dire que ce n'est pas seulement les Maliens. Et je sais, hier à 4h du matin, il y a un convoi de 32 Sénégalais qui ont passé par Bamako, qui étaient en transit à Bamako. Et hier soir, vers 19h, il y a un autre convoi de Sénégalais, en provenance même du Gabon, de 32 personnes en tout, 70 Sénégalais qui ont transité par Bamako pour aller au Dakar. Et ils ont pris le départ aujourd'hui à 1h du matin pour aller à Dakar. C'est pour te dire que ce n'est pas uniquement les Maliens. Ce n'est pas parce qu'Habib Silla est au Gabon qu'ils sont en train d'expulser les Maliens. Mais c'est uniquement les Ouest-Africains, les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens, un peu de tout. Voilà. D'accord. Alors nous allons marquer une courte pause. Une réaction, Un avis,
Un commentaire? Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur l'immigration, le bilan de l'immigration durant l'année 2015, l'année 2015 qui a donc été confrontée à plusieurs drames, notamment en Méditerranée. De nombreux Africains y ont perdu la vie en tentant de rejoindre l'Europe. Nous avons parlé donc de ce sommet de Malte en début d'émission. Boulaye Keïta, nous allons revenir sur ce sommet, les conclusions de ce sommet de Malte. Vous l'avez dit tantôt, ces conclusions ressemblent beaucoup à la politique adoptée par le Mali. Oui. En quoi? Déjà, le premier axe de la politique nationale de migration, c'est la protection et la sécurisation des Maliens de l'extérieur. Et si vous prenez le plan d'action de la Valette, on convient tous qu'il y a une nécessité d'accroître les mesures de prévention et les mesures de protection des migrants en situation de transit ou dans les pays d'accueil. Nous l'avons toujours dit, nous avons une diaspora qui a des compétences, qui est très riche. Nous avons une diaspora bien engagée pour le développement du pays et qu'il faudra soutenir les actions de cette diaspora. Et dans le plan d'action de la Valette, il y a un axe aussi qui revient vraiment sur le soutien aux engagements de la diaspora. Et nous, l'un des axes majeurs aussi de la politique nationale de migration, c'est la réinsertion. On a beaucoup de retours, mais il faudra trouver les moyens d'insérer socialement ces retours-là. Et le cinquième point de la politique et du plan d'action de la Valette, c'est le retour et l'intégration au sein des communautés locales des migrants qui étaient en situation irrégulière dans les pays européens. Donc ça veut dire que, moi je ne dirais pas qu'ils ont fait un copier-coller, mais il y a beaucoup vraiment d'activités, beaucoup d'actions du plan d'action de la Valette qui se retrouvent déjà dans la politique nationale de migration. La lutte contre la migration irrégulière par le développement, c'est le premier axe et nous sommes vraiment dans la mise en œuvre de la politique nationale et ce plan d'action de la Valette va pouvoir aider les autorités maliennes à aller plus loin encore. Alors, vous n'allez pas échapper à cette question. Une année de mise en œuvre, quel bilan pour la politique, justement? La protection, on l'a dit, c'est la protection et la sécurisation. C'est un axe majeur de la politique nationale de migration. Ça a été rappelé. Le gouvernement, depuis l'adoption de la politique nationale, il y a plus de 5000 Maliens qui ont été secourus. Quand vous dites secouru, secouru, ça veut dire quoi? Accueillis à la Non, c'est pas la descente de l'avion. Ce n'est pas que ça. C'est déjà lui un avion et aller les chercher dans des conditions extrêmement difficiles. Avec l'accompagnement de certaines organisations. L'OIM, en ce qui concerne le cas de l'Afrique, de la République centrafricaine, l'OIM a aidé au rassemblement. Mais l'avion, les différents vols ont été loués par le gouvernement malien. Donc, près de 5000 depuis l'adoption de la politique nationale de migration. La Libye, cette année, près de 1000 personnes ont été secourues, où ils sont pris en charge depuis la frontière. Avec l'OIM encore il n'y a pas longtemps, vous l'avez bien vu. Ces arrivées massives de l'Afrique centrale, nous sommes vraiment, 100% dans la mise en œuvre de la politique nationale et la protection. Partout où les Maliens sont en situation de détresse, l'État intervient. Il y a des cas de maladies qui sont pris en charge, il y a des cas de rapatriement même des corps, où avec cette assistance sociale, nous avons pu aider des familles de certains migrants. Donc ça c'est l'axe 1 de la politique nationale de migration. Vous conviendrez vraiment avec moi qu'en moins de 2 ans, près de 5000 personnes secourues dans des situations de détresse, je pense que c'est un effort qu'il faut vraiment saluer du gouvernement et puis de ses partenaires. Donc à combien évaluez-vous le montant de ces différentes activités? Les montants de ces différentes activités, concrètement, je ne pourrais pas vous dire les chiffres, mais c'est plus d'1 milliard. C'est plus d'1 milliard. Investi en une année? En une année, uniquement dans la protection. C'est plus d'1 milliard uniquement dans la protection. D'accord. Donc vraiment, on est dans la mise en œuvre de la politique nationale. On a fait des opérations de formation, au niveau notamment auprès des Maliens rapatriés de Bangui, et qui ont été aussi dotés de kits pour pouvoir être autonomes dans la transformation des produits locaux. D'accord. Alors, nous allons voir avec vous, lieutenant Noum Koulibaly, de la protection civile. Et dites-nous s'il y a une différence que vous faites entre les expulsés volontaires et les expulsés tout court.
les retours volontaires et les expulsés? Bon, les retours volontaires, jamais tu trouves que ce sont des gens qui ont tenté l'aventure. Est-ce qu'il y a une assistance particulière à l'arrivée? Si à leur arrivée, il y a une assistance particulière, surtout avec l'OIM, qui aide beaucoup ces gens à leur insertion. Mais par rapport aux expulsés forcés, leur insertion, c'est un peu difficile, puisque tu trouves que ce sont des gens qui ont été expulsés, soit ils sont arrivés dans le pays d'accueil sans papier, ils ont été expulsés. Tu trouves qu'à leur arrivée à Bamako, ils sont tout le temps tentés de retourner encore. Par exemple, je donne un exemple, il y a un jeune qui a été expulsé d'Espagne l'année dernière 3 fois. 3 fois? 3 fois. À chaque fois qu'il arrive, quand je lui demande où est-ce qu'il va, il dit qu'il va à Caille. Il a ses parents à Caille. Mais après enquête, je me suis rendu compte qu'il a ses parents à Djouranpara. À Bamako ici. À Bamako ici. Il va à Caille, c'est pour atteindre Mauritanie facilement et tenter de repartir encore. Bon, ces gens-là, leur insertion est très très difficile. Parce que pour insérer quelqu'un, il faut que la personne soit dans l'idée de rester. Voilà. D'accord. Alors, Amadou Koulibaly, vous êtes de l'association malienne des expulsés. Aujourd'hui, Boulaye a fait son bilan de la mise en œuvre en une année Je n'ai même pas fini. de la politique nationale de migration. Est-ce que vous êtes d'accord avec le bilan que Boulaye a bossé? Bon, je sais quand même qu'au point de vue rapatriement, alors il y a beaucoup qui sont venus parce qu'ils étaient dans une situation difficile dans les prisons. Eux-mêmes, ils demandaient du secours. Là, quand même, on peut témoigner. Bon, comme déjà, pour cette politique-là, cet envoi, nous, on est en train de la suivre. En une année, quand même, vous avez une idée. Oui, quand même, on a eu, on peut dire, nous, SPC, on a eu un peu de fraîcheur. Parce que le fait même de nous accepter, d'entendre et de nous écouter et pouvoir nous accompagner un peu dans ce que nous sommes en train d'entreprendre, cela nous soulage un peu. D'accord. Alors, Boulaye, vous avez bien vendu votre plat. Poursuivez donc pour le bilan. Donc là, vous savez, la première année, c'est aussi la mobilisation des ressources. Et la mobilisation des ressources, c'est là où aussi on sait la situation du pays. Nous sommes quand même dans une situation économique difficile, mais avec les partenaires, mais surtout l'engagement de l'État. Surtout l'engagement de l'État. L'État se bat tous les jours auprès de nos compatriotes en situation de difficulté, autant bien pour les Maliens de l'intérieur que de l'extérieur. Il y a énormément de missions de partage des documents de politique nationale. Aujourd'hui, la politique nationale, je l'ai dit ici à plusieurs reprises, nous sommes le deuxième pays à avoir une politique nationale de migration. Ça veut dire que le Mali apparaît aujourd'hui comme un leader en matière de gestion de migration. Nous sommes même un laboratoire d'analyse pour certains pays de la sous-région qui viennent tout le temps se renseigner auprès de nous. On a eu énormément de missions à l'intérieur où nous avons discuté avec des jeunes sur les possibilités d'investissement dans ces différentes localités. Et là, comme je vous dis, sur la question, la population cible cherchée, ce sont les jeunes candidats potentiels à la migration irrégulière qu'on essaie d'insérer. C'est une activité qui se passe avec les autres départements. Et il y a des actions qui sont engagées avec les autres départements pour l'insertion de jeunes dans les localités de départ. Et nous, aujourd'hui, nous avons la forte conviction, avec ce fonds fiduciaire de l'Union européenne qui existe, qu'on va pouvoir réaliser énormément d'activités dans les prochaines années, notamment en courant 2016, parce que là, c'est un nouveau fonds il n'y a pas trop de difficultés pour mobiliser les ressources. Et nous pensons pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour investir encore dans la création de l'emploi, afin de limiter les drames liés aux migrations irrégulières. Mais je le dis encore, il faudra qu'on comprenne que le monde a changé. Nous devons nous-mêmes changer de comportement. Nous ne sommes pas les plus pauvres au monde, mais il faut que nous nous engagions dans la valorisation des produits locaux. Ça a été dit, la personne qui s'inscrit dans la logique de la migration, même si on lui donne les moyens ici, il va partir. Je l'ai dit, il y a des compatriotes qui financent encore la migration. 4, 5, 6 millions, est-ce qu'ils sont pauvres ces gens-là? C'est compliqué. Donc ensemble, il faudra quand même qu'on puisse parler à ces gens-là. D'accord. Voilà. Alors, peut-être une question à la protection civile avant de terminer cette émission. Parmi les retours volontaires et les expulsés, il y a une frange assez vulnérable, les femmes et les enfants. Comment est-ce que vous parvenez à gérer ces cas sensibles? Bon, par rapport aux femmes et aux enfants, par exemple pour l'année 2015, elles sont à peu près une vingtaine de femmes à rentrer. Et ces femmes-là,
étaient toujours accompagnés par leurs maris et leurs enfants qui sont venus de la Libye. À part la Libye, il n'y a pas eu d'expulsion des femmes ou d'enfants. Lorsqu'elles sont arrivées, elles étaient avec leur mari. Leur insertion dépend toujours de leur mari. Voilà. D'accord. Alors, Boulaye, nous allons donc poursuivre avec vous. Aujourd'hui, si on vous demandait de nous donner les voies et moyens pour le département de pouvoir mobiliser les fonds nécessaires, par exemple, à la protection de ces Maliens dont vous parlez, comment est-ce que vous définirez ce thème? Bon, comme je l'ai dit, c'est que nous n'avons pas attendu vraiment toutes ces crises-là pour prendre des initiatives parce que nous savons que la crise économique est une réalité. Il y a des comportements racistes qui sont vraiment aujourd'hui partout dans les pays d'accueil. C'est pourquoi moi, la collaboration avec l'ensemble des structures en charge de la gestion de la migration, les partenaires internationaux comme l'OIM, les organisations de la société civile, nous voulons investir dans le développement, mais la survie des gens est une priorité fondamentale. Et c'est pourquoi vous comprendrez bien que dans mon bilan, la protection a été au cœur de ça. Effectivement, les défis sont énormes, il y a énormément de difficultés. Nous continuerons à chercher des fonds aussi au niveau national qu'au niveau international. Donc si je comprends bien, tout ce qui a été financé émane du budget national. Du budget national, du gouvernement. Donc ça montre combien de fois vraiment l'État est engagé auprès de nos compatriotes. Au-delà de ça, au mois de décembre, nous avons posé la première pierre de la maison des Maliens de l'extérieur. Donc qui est un symbole de la reconnaissance de l'État. Qui est en location depuis bon nombre de temps. Oui, mais maintenant, ils vont avoir quand même leur logement. Vraiment, donc dans 5 mois, ils vont avoir leur logement. Et donc tout ça, c'est quand même la reconnaissance de l'État à l'égard des compatriotes vivant à l'étranger. Alors, quelle est la priorité aujourd'hui du département des Maliens de l'étranger pour cette année 2016 La priorité aujourd'hui... D'abord, c'est mal parti avec ces expulsés, ou bien? Bon, la priorité, c'est de trouver les moyens d'insérer ces expulsés-là, la réinsertion. C'est trouver les moyens de limiter les drames, de limiter le nombre de morts sur les routes de la migration irrégulière. Et d'apporter encore assistance à ceux qui sont dans des situations difficiles, mais surtout de pouvoir mobiliser l'engagement de la diaspora qui n'a jamais fait défaut à notre pays pour aller vers des secteurs productifs. Quand vous dites mobiliser l'engagement de la diaspora, est-ce que la diaspora est favorable à ce qu'on arrête l'immigration? C'est un peu dommage, on n'a pas eu mon ami Amédi Diarra. Sinon aujourd'hui, vous lui poserez la question, il va dire de chercher plutôt la solution du côté malien que de la France. Parce que dans les foyers aujourd'hui, il n'y a plus de places, il n'y a plus d'emplois. Même si vous êtes en situation irrégulière, vous avez des difficultés à obtenir un emploi. Surtout que si vous n'avez pas encore de documents. Même si on est français, il est vraiment difficile. Aujourd'hui, c'est une réalité. Je pense qu'Amédi allait nous inviter à explorer les solutions. Malheureusement, nous l'avons pas eu. Malheureusement, on ne l'a pas eu. Mais moi, je pense qu'il y a des opportunités. Nous avons vraiment des opportunités dans notre pays et ensemble, on doit pouvoir explorer ces opportunités pour rassurer la jeunesse, pour diminuer le nombre de drames, en fait, pour diminuer le nombre de morts sur les routes. Et c'est possible. D'accord. Alors, merci à vous, messieurs. Toutes nos excuses auprès des auditeurs, car nous n'avons pas pu joindre Amédi Diarra, pour nous éclairer davantage sur cette question d'immigration. Et nous savons que son apport aurait été assez conséquent pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Alors, nous nous quittons sur ces derniers mots de Boulaye Keïta, qui est conseiller technique au ministère des Maliens de l'étranger. Était également avec nous Amadou Koulibaly de l'association malienne des expulsés et le lieutenant Nouhoum Koulibaly était également de la protection civile, était également là avec nous pour ce débat qui vous a été présenté par Famoussa Sidibé à la mise en onde Seydumbo. Il y avait Ayouba Sow à la réalisation, Peting Diarra était à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le Grand Dialogue. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Maundi. Shenibiri. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.